Ah, l'écologie! L'écologie façonne nos vies, façonne vos vies. En fait, à partir d'un constat simple, la planète est en train de se réchauffer et on va probablement tous mourir dans les années qui viennent. À partir de ce constat-là, eh bien, nos dirigeants et les scientifiques, finalement, contrôlent petit à petit nos vies. Seulement, voilà, est-ce que ce constat est vrai ou est-ce qu'il s'agit d'un mythe, de sorte de légende? Est-ce que finalement on peut réellement parler de réchauffement climatique? Est-ce que c'est un sujet incontestable? C'est la question que l'on doit se poser. Et pour y répondre, eh bien, j'ai demandé à Benoît Ritaud, qui est enseignant, chercheur et surtout qui a écrit un livre qui s'appelle Mythes et légendes écologistes, de venir répondre à certaines questions que je peux me poser. Benoît Ritaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc enseignant-chercheur en mathématiques et vous avez sorti récemment un livre aux éditions L'Artilleur, Mythes et légendes écologistes. Pour ceux que ça intéresse, je mets un lien pour qu'ils puissent aller acheter ce livre chez l'éditeur L'Artilleur dans la description de la vidéo. Donc, bonjour Benoît Rito. Bonjour. Et tout d'abord, pourquoi parlez-vous dans votre livre de mythes et légendes? Pourquoi on parle d'un mythe écologique? Eh bien, parce qu'on a, depuis 50 ans, construit un récit autour de l'idée que la Terre était au bord du gouffre, que c'était de notre faute et que ce qui allait créer, enfin, ce qui allait susciter l'apocalypse, ça n'était pas la vengeance d'un dieu, ça n'était pas une comète qui allait nous tomber dessus, ça allait être quelque chose d'un petit peu nouveau à l'époque, disons, dans les années 60-70, une idée nouvelle pour faire l'apocalypse, c'est l'apocalypse environnementale. Donc, qui s'est déclinée de différentes façons. On a eu peur de la pollution, on a eu peur de la surpopulation, on a eu peur de l'hiver nucléaire, et Ouais, pardon, la surpopulation, on le voit même à partir de Malthus. On l'a oui, au XVIIIe siècle déjà, la surpopulation. alors On oui, n'arrivera pas à nourrir tout le monde, alors Malthus effectivement, c'est le grand précurseur de ça. C'est pas le premier à avoir eu ce genre d'idée, c'est pas le dernier, c'est pas le plus abouti, mais effectivement, on a réutilisé Malthus à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et on l'a intégré effectivement, on a intégré ces idées générales à cette mythologie écologiste qui s'est mise en place, qui tient très bien dans dans l'imaginaire, disons, de nos sociétés, qui ne change pas beaucoup de disques, hein. C'est un peu toujours la même chose, mais ça marche encore très bien. La nouvelle franchise, le nouvel épisode qu'on a de cette apocalypse approchante, c'est celle du climat, qui marche très très fort depuis une vingtaine d'années. Et ben, comme toute mythologie, en réalité, elle repose sur tout un tas de choses, mais qui n'ont rien à voir avec le réel. Alors, je vais justement prendre dans votre livre, vous avez une définition du mythe fondateur écologiste. Au début de votre livre. Sa puissance et son égoïsme à court terme conduisent l'humanité à détruire l'environnement à l'échelle planétaire, ce qui va bientôt provoquer un effondrement global que l'on ne pourra éviter ou freiner que par une transformation profonde de notre société. Donc ça, on l'a. Bon, alors Malthus, c'est surpopulation, donc il faut limiter la population. Et puis on le revoit après, en 1900, dans les années 70, je crois, c'est le Alors, club de ça Rome. commence dans les années 60. Faut vraiment, Malthus, il n'est pas tout à fait dans ce mythe-là. Il est encore, on est à la fin du XVIIIe siècle. Donc la vision de la Terre comme un tout, comme un globe fermé, un monde fini, elle n'est pas encore là chez lui. Il a encore une vision très nationale des problèmes. Il voit les questions de surpopulation comme périodiques, quoi. Au bout d'un moment, il y a trop de monde, ça crée de la famine et donc enfin, un petit désastre ponctuel, et puis c'est reparti. Et il voit ça plutôt comme une respiration à D'accord. laquelle il faudrait mettre fin. Quand on retrouve encore un petit peu ces idées-là, qu'on les recycle, effectivement, à la fin des années 60 et dans les années 70, on les recycle d'une façon moderne ou plutôt même post-moderne, c'est-à-dire on commence à avoir vu les photos de la Terre de l'espace, on s'imagine que la planète est petite, qu'elle devient étroite, que nous commençons à la surpeupler à l'échelle globale, et il n'y aura pas de demain. L'apocalypse n'aura pas un après où les choses s'arrangeront. On ne peut même pas imaginer ce qui se passera une fois qu'on aura épuisé toutes les ressources, qu'on sera les uns sur les autres. Ce sera, à proprement parler, une fin, c'est-à-dire quelque chose après lequel on ne peut pas penser. On ne peut pas penser ce qui va venir après, que la, bon,
que l'apocalypse climatique, par exemple, se soit produite. On n'est pas capable, ça fait trop peur, en tout cas dans le discours. Et dans le mythe est censé marquer vraiment une fin définitive. Donc, Et ce que vous montrez aussi, c'est que ce mythe, en fait, il évolue. C'est-à-dire que il y a deux dates, enfin, il y a deux dates anciennes. 1971, avec, vous avez 4 prix Nobel et 2000 scientifiques qui disent que il est très probable que dans un proche avenir, toute vie s'arrête. oui, 1971, donc ça fait 73 ans. tout à Pour fait. l'instant, ça n'a pas marché. Ça fait plus de 50 ans, effectivement, ça c'est le message de Menton, et il aurait pu être écrit hier, parce qu'on a les mêmes appels qui sont refaits année après année. Si on n'agit pas tout de suite, ça va être la fin. La fin. Donc effectivement, l'appel de Menton, il parle de la fin de toute vie sur Terre, il y va carrément. Donc on est au début du mythe, là, à ce moment-là, c'est le moment où ça commence à prendre forme, où ça commence à bien marcher, où on a les premières inquiétudes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pollution et qu'il n'y a pas de. Et effectivement, hein, il y a toujours eu. L'homme est une espèce assez puissante qui interagit beaucoup avec son environnement et qui bien souvent le dégrade. Donc les questions environnementales en tant que telles pouvaient être tout à fait légitimes. Ce qui est mythique, ce qui est déraisonnable, ce qui doit absolument être questionné et contesté, c'est cette idée que c'est la fin de tout. Et qu'on doit revenir à des choses plus raisonnables, une approche plus raisonnable de l'environnement. Il y a des choses à faire, il y a des pollutions à réduire, il y a des forêts à restaurer, ça existe. Mais ce qui fait que l'essentiel du propos qu'on entend aujourd'hui d'une façon générale est purement mythique, c'est parce que dans les années 60, 70, on a eu des gens comme ceux de l'appel de Menton qui ont ne sont pas contentés de dire bon, faudrait peut-être arrêter de polluer les rivières et arrêter de couper les arbres sans nécessité. À l'époque, effectivement, la déforestation commençait à avoir de quoi inquiéter, mais la planète va exploser. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de ces premiers appels, donc on est en 1971 pour l'appel de Menton, on est en pleine guerre froide. Et ça joue un rôle énorme dans le succès de cette mythologie écologiste de l'apocalypse qui nous est annoncée. Parce qu'à l'époque, on a effectivement une crainte majeure, qui est aussi une crainte environnementale, qui est celle de la guerre nucléaire, qui pour le coup n'est pas mythique, elle est réelle. On a de bonnes raisons de s'inquiéter, même si elle ne s'est pas produite, on avait de bonnes raisons de s'en inquiéter, elle aurait pu arriver, on sait qu'il y a eu certaines occasions où on n'est pas passé si loin. Et donc cette possibilité de la guerre nucléaire, elle a accompagné la mythologie écologiste au sens où elle lui donnait sa résonance globale, quoi. On peut avoir peur d'une explosion, d'une fin globale causée par l'homme, par la puissance humaine. Nous sommes très puissants, on est capable de faire sauter la Terre, c'est quand même pas mal, on a pris du galon, mais évidemment, on est indigne de notre puissance, nous sommes coupables de tout, ça fait longtemps que ça dure, et comme nous sommes coupables et comme on ne croit plus tellement en Dieu et en une punition divine comme jadis, eh bien la punition, elle viendra de nous-mêmes, de nos propres excès. Voilà ce qui se met en place à ce moment-là, voilà ce que l'appel de Menton met en place, entre autres choses à l'époque. Et c'est vrai, alors oui, parce qu'il y avait autre chose qui m'avait marqué dans ce livre, c'est 1974. Ça me marque parce que c'est mon année de naissance, donc j'y pense. Et j'ai toujours vu qu'effectivement, en 1974, la mode, c'était plutôt de dire qu'on allait vers un âge glaciaire. Et je me rappelle d'un magazine Science et Avenir qu'avaient gardé mes parents pour me le montrer plus tard, où on voyait Paris sous la glace. Bon, en 2000, Paris devait être sous la glace. On sait tous ce qu'il en est. Donc on voit effectivement que l'idée, en fait, de la fin du monde, à cause de l'homme tout le temps, évolue en fonction des années. C'est parce que le jeune public qui me regarde se rend pas compte de ça. Ils n'ont pas 50 ans, donc ils n'ont pas vu l'âge glaciaire, puis après les pluies acides, puis la couche d'ozone qui disparaissait. Et finalement, le réchauffement climatique n'est que la dernière péripétie de choses qu'on nous dit depuis maintenant assez longtemps, que les plus grands scientifiques nous disent toujours depuis assez longtemps, et qui ne se sont jamais réalisés. En fait, c'est l'ultime péripétie d'un truc qui n'est jamais arrivé. C'est à peu près ça, oui, effectivement. Ce que je dis dans mon livre, c'est qu'on a la trame générale d'un scénario qui nous est répété, exactement comme quand vous regardez Mission Impossible. Vous avez toujours le même
Toujours la même histoire, essentiellement, c'est Tom Cruise qui sauve le monde. Il y a le compte à rebours avant que la bombe explose, il y a les très très méchants qu'on pourchasse, il y a les courses en voiture dans une grande ville. Donc, les fondamentaux sont toujours un peu les mêmes, et c'est ça qui plaît. Et puis, bah, quand même, pour que les gens continuent à s'intéresser à la série, bah, au lieu que ça se passe à Madrid, ça se passe à Pékin, et au lieu que ça se passe à Rio, ça se passe à New York. Donc, ça permet de renouveler, disons, la superficie. Mais le mythe fondateur que vous avez cité tout à l'heure, lui, il ne bouge pas. Et donc, ce qui change, c'est la cause immédiate qui est censée être qui est censée provoquer la fin du monde. Donc, effectivement, vous avez listé, c'était les pluies acides à une certaine époque, c'était la pollution, on a eu effectivement le trou dans la couche d'ozone, et maintenant on a le climat. Donc, le climat, il s'est installé il y a une vingtaine d'années, en fin des années 90, début des années 2000. Il a fallu le temps que ça s'installe, que ça prenne un petit peu dans l'opinion publique, chez certains scientifiques, chez les responsables, les décideurs, les intellectuels. Et depuis 20 ans, ça s'est bien installé. Et disons, c'est un épisode de la franchise qui a une caractéristique particulière, c'est qu'il a réussi à agréger tout. Maintenant, tout procède du climat. Hein. On a tout et n'importe quoi qu'on arrive à relier à ça. On ne pouvait pas tellement le faire avant avec les autres inquiétudes. Enfin, on y était moins arrivé. Alors que là, le climat arrive vraiment à dire, dès que vous avez un problème, quelque part, en fait, c'est lié au climat. Hein. C'est le grand agrégateur universel. Et donc, ça a tellement bien marché que depuis 20 ans, le climat, il est là et il ne bougera pas. Enfin, il ne veut pas bouger. Il ne veut pas céder la scène. Il ne veut pas céder la scène à l'épisode suivant. Hein. Mais Donc, est-ce qu'il n'y a pas un consensus scientifique quand même pour dire qu'il y a des problèmes sur le climat? Moi, bon, personnellement, je ne crois pas du tout, enfin pas beaucoup à cette histoire de réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire due à l'homme, mais on m'objecte souvent qu'il y a un consensus scientifique, qu'il y a le GIEC qui dit que c'est comme ça et qu'on va vers, vers un réchauffement climatique d'origine anthropique, que à plus ou moins brève échéance, c'est la fin et qu'on ne pourra plus rien faire pour changer les choses. Je dis plus ou moins bref parce que l'échéance varie toujours et a tendance à toujours s'allonger. Je rappelle que John Kerry, qui est le représentant de Joe Biden pour le climat, a annoncé que l'année dernière, alors il a annoncé ça en 2014, il me semble, il a annoncé qu'en 2020, la mer aurait tellement monté que les Pays-Bas seraient sous l'eau. Bon, bah, on voit qu'il s'est trompé. Donc à chaque fois, la date est repoussée, peut-être grâce aux efforts que l'on fait, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un consensus scientifique justement pour dire, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le présente, pour dire que oui, il y a un réchauffement climatique et oui, il est anthropique et oui, il faut agir rapidement pour essayer de se sauver en fait. Alors, avant de répondre à cette question, pour répondre brièvement à ce que vous avez suggéré en disant la date est repoussée grâce aux efforts qu'on fait. Euh, non, on ne fait pas d'efforts. À l'échelle collective, les émissions de gaz à effet de serre augmentent d'année en année et vu comme c'est parti, ça va continuer. Ce n'est pas les quelques voitures électriques qu'on peut mettre en Europe et aux États-Unis qui vont diminuer ça. La Chine construit 2 nouvelles centrales au charbon par semaine, n'a absolument pas l'intention de diminuer ça. Donc, et bon, les autres pays émergents font pareil. Et pour l'instant, les émissions de gaz carbonique augmentent. Donc, on ne peut pas dire que si la date est repoussée, c'est parce qu'on fait des efforts. Si la date est repoussée, c'est tout simplement parce que, comme toute prévision d'apocalypse un peu trop précise, un peu trop datée, le jour où la date vient, on est obligé de dire ah non, non, on va reprendre nos calculs et puis on repousse un petit peu, c'est pas si grave, etc. Alors, parfois, il y a des choses qui arrivent, effectivement, des choses qui arrivent un peu plus vite que prévu, un peu moins vite que prévu, mais d'une façon générale, il ne se passe pas tant de choses que ça sur le climat. On est devenu très sensible à la moindre variation de température. Maintenant, s'il y a un demi-degré de plus en moyenne, on en fait tout un plat, alors qu'il y a 50 ans, on n'en aurait même pas parlé, on n'aurait même pas su que c'était là, et ça n'aurait pas empêché le monde de continuer à tourner. Pour la question du consensus. En réalité, bon, il y a 2 niveaux de réponse qu'on peut faire à ça. D'abord, c'est que le consensus, c'est pas quelque chose de très significatif en science. Le but, c'est pas qu'on se mette tous d'accord. Le but, c'est de rendre compte des phénomènes. Et là, en l'occurrence, c'est pas tellement le cas. Précisément, quand on regarde les prévisions et ce qui se passe, il y a un décalage qui est quand même assez conséquent. Et surtout, en réalité, ce consensus-là est un consensus assez factice. C'est, en fait, on a affaire
à ce que Henry Power a appelé, donc c'est un scientifique américain, a appelé un cartel de recherche. C'est-à-dire un ensemble de gens qui étaient des spécialistes très pointus d'un domaine. La climatologie, c'est quand même assez pointu. Enfin, ça, ça concerne beaucoup de domaines très différents. Les reconstitutions du climat du passé, c'est des choses extrêmement fines qui concernent peu de gens. Il n'y a pas énormément de labos sur ces sujets-là. Donc c'est très isolé, ça concerne peu de gens et ça a une résonance sociale très forte. Et dans ce cas-là, il arrive que les chercheurs du domaine, ou des chercheurs du domaine, une partie des chercheurs du domaine, se constituent en un monopole du savoir, où ils décident qu'ils sont les propriétaires de ce savoir, et ils en font ce qu'ils veulent, sans garde-fou, sans contrôle extérieur, et ils refusent à tous ceux qui ne sont pas de la maison le droit de parler, hein. Ou alors ils disent, bah, c'est pas des spécialistes, ils n'ont pas accès à nos données, ils n'ont pas accès à nos méthodes, donc ils ne peuvent pas parler. Et ils peuvent faire en quelque sorte la pluie et le beau temps sur leur discipline. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que là, on a vraiment eu une captation du savoir par un ensemble de gens qui se sont donné une mission morale. Et c'est-à-dire qu'ils ont oublié la mission de la science. La science, c'est pas fait pour vous dire la morale, c'est pas fait pour vous dire ce qui est bien et mal. C'est pas sa fonction. La science, c'est essayer de trier le vrai du faux, et le vrai et le bien sont deux choses complètement différentes. On ne peut pas faire de la morale avec la science. On a déjà essayé. À chaque fois qu'on essaye, c'est un désastre. Et on sait à peu près bien pourquoi aujourd'hui. C'est simplement parce que les deux ne fonctionnent pas sur le même plan. Mais quand vous essayez de faire de la morale avec la science, en fait, le résultat le plus inévitable, c'est que vous affaiblissez la science. En fait, vous tuez la science. Parce que vos résultats ne deviennent pas intéressants simplement parce qu'ils permettent de comprendre les phénomènes, mais parce qu'ils appuient une morale. Donc, quand vous aurez un résultat qui dira que la semaine prochaine, vous allez avoir 2 mètres de plus du niveau marin, c'est complètement faux, c'est complètement excessif, mais les gens diront, ça permet aux gens de prendre conscience, ça va dans le bon sens, ça permettra de moins polluer. Donc, et pour ce gain-là, qui est en fait un gain de communication immédiate qui ne marche pas si bien que ça, et en tout cas dont les rendements sont décroissants au fil du temps, on sacrifie l'idée même de science, c'est-à-dire le regard un peu dépassionné sur les phénomènes. Donc non, il n'y a pas du tout de consensus. Il y a un monopole du Il y avait savoir, un, cherche. pour souligner ce que vous avez dit, il y a un chercheur, il me semble, qui a fait comme ça une blague dans la revue Nature, il me semble, Tout à une fait. revue Patrick scientifique de Brown. premier plan, Mhm. et qui a menti dans la revue Nature, et qui après a avoué, qui a dit c'était juste pour montrer que Mhm. vous Tout à fait. connaissez Alors, peut-être mieux l'histoire que moi. Mais c'est en septembre, c'est tout récent, hein, ouais. il l'a fait en septembre, et comme il a fait un article sur sur les feux de forêt et le lien entre le climat et les feux de forêt. C'est très à la mode. Dès qu'il y a un feu quelque part, on dit que c'est le réchauffement climatique, Oui. bien sûr. Et donc, il a fait tout un article qui n'est pas faux. Il ne peut pas dire qu'il ment dans son article, mais il ment par omission. C'est-à-dire que ce qu'il ne dit pas, c'est que les feux de forêt ne sont pas corrélés que au climat. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en compte, dont certains qui sont bien plus importants que le climat, et il n'en dit pas un mot dans Nature. Et après, effectivement, il a révélé qu'il avait fait cet article-là pour démontrer le biais de confirmation qu'il y a dans des revues comme celle-là, y compris au très haut niveau. Hein. Nature, c'est la revue scientifique la plus connue au monde. Et il a dit, jamais un article pareil n'aurait dû paraître, mais si ça a marché, c'est parce que j'allais volontairement dans le sens de ce qu'il faut dire, de ce qui va bien dans les cercles, dans les cercles influents de la climatologie d'aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, pour en finir avec les feux de forêt, vous savez, l'an dernier, il y a eu énormément de feux de forêt, il me semble que c'était en Grèce, et les télévisions invoquaient le réchauffement climatique. Seulement, au Mhm. départ de tous ces feux de forêt, on a découvert un pyromane. C'est Donc, toujours comme ça, oui, c'est c'était pas le l'essentiel des feux réchauffement de forêt. climatique, c'était les allumettes. Oui. Mhm. Bon, donc, L'essentiel des feux de forêt, en Europe en tout cas, effectivement c'est d'origine humaine, mais enfin, rien à voir avec le climat. mais C'est la ça, malveillance, c'est la aucun journal négligence. après, enfin, C'est- je l'ai découvert moi, en lisant Mhm. des articles, mais aucun journal n'est allé. On n'a pas vu TF1 ou France 2 dire après, non, on s'est trompé, c'est pas le réchauffement climatique, c'est des gars avec des allumettes. Ça, on l'a pas eu. Par contre, on a eu le réchauffement climatique tout l'été qui a été lancé, mais après, on a découvert qu'à chaque fois, en fait, c'était des gars avec des allumettes. On parle de mythes et légendes.
dans votre livre. Et alors, on voit qu'il y a une sorte de clergé, entre guillemets, qui est là de clergé scientifique, entre guillemets, qui est là pour faire taire ceux qui auraient une vision différente du réchauffement climatique, qui pourrait canaliser un peu plus le réchauffement climatique, et qui est là aussi pour favoriser des fables, entre guillemets, comme cet article dans Nature, qui n'est pas une fable en soi, mais quand un scientifique, dans une des plus grandes revues scientifiques, attribue les feux de forêt uniquement au réchauffement climatique, alors qu'il y a beaucoup d'autres causes qui arrivent avant, et que lui-même le dit, et en fait j'ai fait ça pour montrer à quel point tout cela était une fable. Euh, donc on a un clergé qui est là pour ça, et pourquoi je dis clergé? C'est parce que j'ai un peu l'impression en vous écoutant qu'on est devant une secte. Et moi, je parle très souvent sur ma chaîne des adorateurs de Gaïa, c'est-à-dire les Mhm. adorateurs de la Terre, hein, Gaïa étant la personnification de la Terre chez les anciens Grecs. Vous disiez en début d'interview, on a détruit Dieu, enfin Dieu n'existe plus, on ne croit plus en Dieu, entre guillemets, et du coup, on s'est inventé une nouvelle apocalypse dont on est le héros, et j'ai l'impression qu'on s'est inventé un nouveau dieu païen. On est revenu sur un dieu païen adoré qui est la terre. Et pour la terre, en fait, on est prêt à sacrifier n'importe quoi. Et est-ce qu'on est un peu dans cette configuration d'un dieu païen que l'on doit sauver, et donc d'une religion, je le dis entre guillemets, hein, mais parce que ça va bien avec votre titre, Mythes et légendes, en face d'une religion qui s'installe en fait de la terre du réchauffement climatique et du culte que l'on doit à la terre. Oui, tout à fait. C'est une dimension religieuse qui est très prononcée, et effectivement une religion païenne. Les adorateurs de Gaïa, bon, c'est un petit peu pour amuser à la galerie, c'est un trait d'esprit, il faut pas. Bon. Mais effectivement, ça veut dire quelque chose, parce que la Terre, elle commence à être de plus en plus personnifiée. Faut être gentil avec la Terre, comme si la Terre était une personne. Ça aussi, c'est une idée qui est apparue dans les années 70. Donc, Gaïa, c'est la théorie Gaïa, c'est James Lovelock et quelques autres qui l'ont, enfin, Margulis, qui l'ont promu. Alors, c'était pas vraiment aussi naïf à ce moment-là. Hein. C'est une tentative scientifique d'expliquer une sorte d'unité terrestre, notamment la régulation de sa température. Mais effectivement, c'est en train de devenir une sorte de religion collective, un point d'accord général où il faut être gentil avec la Terre. On peut voir ça comme l'effet de la chute des religions précédentes. On n'a plus les récits religieux précédents, enfin antérieurs, principalement le christianisme ou le judéo-christianisme, pour ce qui concerne l'Occident, ont perdu de leur attrait. On n'y croit plus, on ne s'y intéresse plus, on se laisse assez raconter, ou peu importe, où la science a tué toute cette partie-là de notre civilisation. Et donc, comme la nature a horreur du vide, on a besoin de combler ce vide par un nouveau type de mythe, qui ne peut pas juste être le mythe du dieu punisseur, mais qui retrouve, qui revient au panthéisme antique, effectivement, au paganisme ancien, où on va personnifier les rivières. Par exemple, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, on a accordé à une rivière le statut de personne. Donc c'est vraiment de l'animisme, hein, où on accorde le fait d'être vivant à quelque chose qui ne l'est pas du tout. Mais donc c'est pas juste de la poésie, ça devient quelque chose de juridique, donc d'assez profond. Le fait que les une religion, disons, une religion païenne qui revienne, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de spécifiquement occidental. Dans les pays qui n'ont pas, sont pas dans la sphère occidentale, la sphère judéo-chrétienne traditionnelle, disons l'Europe et les États-Unis, pour faire court, et l'Australie, Nouvelle-Zélande éventuellement, c'est pas du tout, enfin, ça prend pas du tout cette histoire de réchauffement climatique. Les autres, enfin, les autres pays en parlent parce que l'Occident en parle, parce que l'Occident est influent, et donc si l'Occident veut qu'on en parle, ils vont en parler. Surtout qu'il s'agit de donner de l'argent, hein, de réparer les dommages climatiques, ça. Donc on appâte comme ça un certain nombre de pays en leur faisant miroiter le fonds vert pour le climat, ce genre de choses. Donc là, ça
ça d'accord, ils sont d'accord pour en parler, mais en réalité, ils s'en préoccupent très peu. C'est pas du tout leur question. C'est vraiment une religion spécifiquement occidentale qui remplace l'ancienne religion et qui lui reprend tout un tas, toute une, tout un tas de choses, hein. Enfin, on retrouve dans l'écologisme d'aujourd'hui tous les fondamentaux du christianisme, hein. La culpabilité humaine, le péché originel, le paradis climatique originel avant qu'on ait croqué la pomme de la connaissance avec la révolution industrielle, la rédemption, tout y est, hein. Et ça, j'en avais parlé une fois avec Chantal Delsol, qui est une spécialiste du christianisme, qui a écrit un livre qui s'appelle La fin du christianisme, et où j'ai demandé si finalement les écologistes n'étaient pas les nouveaux chrétiens, quoi. Et effectivement, elle est d'accord avec ça, elle écrit des choses un petit peu d'accord avec ça, mais elle tempère en disant finalement les écologistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent la structure générale du christianisme, exactement comme les chrétiens eux-mêmes ont repris la structure générale de l'Empire romain au moment où ils sont installés, et où il y a tout un tas de types d'organisation de la religion chrétienne qui découle de l'Empire romain. C'est un petit peu peut-être la même chose que ce à quoi on assiste. Et est-ce que c'est pour ça que ça a lieu en Occident et pas ailleurs dans le monde? Probablement, oui. C'est une maladie, c'est une maladie occidentale, hein. C'est la postmodernité occidentale. On ne croit plus en Dieu, et l'homme est très puissant et indigne de sa puissance, et donc on est un peu désenchanté. Et ça, c'est assez spécifique à l'Occident. Je pense que si vous allez en Chine aujourd'hui, ils ne sont pas désenchantés. Ils ont leurs soucis, bien sûr, tout ne va pas bien, mais ils sont plutôt en période d'expansion. Ils pensent que leurs enfants vivront mieux qu'eux, qu'ils vont prendre une place de plus en plus importante dans le monde, et ils ne sont pas du tout comme nous à se lamenter de leur déclin. Ils ne voient pas du tout les choses de la même façon, et ils n'ont pas du tout besoin d'invoquer ce type de mythologie un peu du désespoir romantique autour de la Terre. On parlait du clergé tout à l'heure de Gaïa, le clergé de Gaïa. Est-ce que vous pensez qu'ils y croient? Est-ce que c'est un moyen, parlons des dirigeants, parlons des dirigeants des différents États qui n'arrêtent pas de proclamer Gaïa dans tous les sens, enfin de proclamer le réchauffement climatique dans tous les sens. Est-ce qu'à votre avis, il y a une croyance profonde que tout cela est vrai, ou est-ce un moyen de contrôler un petit peu le peuple sur deux plans? D'abord, je peux taxer autant que je veux et contrôler les mouvements de mon peuple autant que je veux à partir du moment que je dis que c'est écologiste, que c'est l'écologie. Et puis ensuite, je peux aussi faire des promesses maintenant que personne ne vérifiera jamais. C'est-à-dire que jusqu'ici, je promettais un meilleur pouvoir d'achat, une meilleure vie pour vos enfants, et en fait, je n'y arrivais plus en tant qu'homme politique. Et là, en fait, ce que je promets, c'est que dans 100 ans, la population sera toujours là. Dans 100 ans, les élections seront passées depuis longtemps, et moi, ma foi, plus personne ne se rappellera de mon nom. Donc je peux faire toutes les promesses que je veux, il n'y a plus aucun problème. Et là, je redonne un sens à ma vie politique, puisque je suis utile, puisque je sauve le monde. Et personne ne peut vérifier qu'effectivement je sauve le monde, puisque je le sauve dans 100 ans. Donc c'est un peu le bonheur pour les hommes politiques. Du coup, je me demande, est-ce que c'est des gens qui y croient profondément et qui font vraiment un job auquel ils croient, ou s'il y a un nouveau moyen de contrôler le peuple et de redonner un peu de lustre à une fonction qui avait tout perdu, en fait, qui avait perdu tout son lustre, redonner un peu de lustre et puis trouver des promesses merveilleuses que je ne suis même pas obligé de tenir. Donc c'est le bonheur intégral. Est-ce qu'on, à votre avis, Mhm. vers quelle pièce on en est justement Alors, là-dessus? ça, c'est l'importante question de la croyance, hein. Euh, Est-ce que, c'est une question qu'avait posée un historien qui s'appelle Paul Venn, les Grecs ont-ils cru en leur mythe? Et il explique, je crois qu'il donne vraiment des clés pour comprendre la façon dont on peut croire aux mythes écologistes aujourd'hui. Je ne crois pas, d'abord pour évacuer ça rapidement, je ne crois pas à une sorte d'hypocrisie, disons, voilà, ils font mine d'y croire pour pouvoir nous taxer. J'y crois pas beaucoup.
parce que ça se serait vu, ça n'aurait pas marché, il y en aurait eu suffisamment pour s'y opposer. Je ne pense pas que ça puisse être aussi simple. Enfin, s'ils avaient vraiment ce pouvoir de nous convaincre, de nous faire avaler tout et n'importe quoi pour nous taxer, évidemment, on n'aurait pas eu les gilets jaunes et on serait beaucoup plus soumis qu'on l'est, même si on peut évidemment trouver que les choses sont mais disons, une telle capacité de manipulation me semble hors de portée de qui que ce soit aujourd'hui, même de lobbies très puissants. En revanche, il y a effectivement différentes façons de croire. Je pense que quand un dirigeant, la COP28 de Dubaï, là, en ce moment même, fait un discours en disant c'est la fin du monde si on n'arrête pas tout de suite de rouler en voiture, je pense qu'il y croit. Mais il y croit non, d'une façon un peu parallèle à ce qu'on peut savoir par ailleurs du monde. C'est une croyance qui porte précisément sur un mythe, donc une croyance qui est toujours un peu légère. C'est-à-dire qu'ils y croient, ils nous disent qu'il faut arrêter les industries fossiles, et puis en même temps, ils vont revenir en jet privé. Hein. L'an dernier ou il y a 2 ans, il y avait eu plus de 400 jets privés pour aller à la dernière COP. Alors évidemment, on a envie de dire c'est des gros hypocrites, etc. Ce qui est possible, il y en a sûrement. Mais il y a aussi, dans la croyance au mythe, il y a un temps pour y croire. C'est un peu comme quand je suis à la messe, bah oui, je vais croire en Dieu, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais faire des efforts, je vais donner un peu d'argent. Et puis dès que je suis sorti de l'église, je reprends ma vie, quoi. Et puis bon, je vais pas demander à Dieu son avis, et, et ça va se passer autrement. Et c'est pas à proprement parler de l'hypocrisie, c'est 2 temps différents de notre personnalité. Et donc il y a un temps pour le mythe et un temps pour le monde réel, quoi. C'est un peu à ça, je pense, c'est comme ça qu'on peut aussi expliquer pourquoi, alors même que c'est en principe l'apocalypse demain et qu'il faudrait tout de suite faire tout un tas de choses, il y aurait des choses à faire, on pourrait les imaginer, par exemple le développement du nucléaire qui n'est pas du CO2, ça pourrait être une bonne solution pour décarboner l'électricité massivement très vite si vraiment on avait peur. Mais comme c'est une croyance mythique, c'est une croyance à laquelle on adhère pour un moment, quoi, parce que voilà, quand c'est l'heure, quand c'est la COP, mais que après finalement on passe à autre chose, et là c'est une croyance qui peut pas tellement s'inscrire dans la durée. Donc on peut faire des bêtises, bien sûr, on peut prendre de mauvaises décisions, taxer là où il ne faut pas taxer, affaiblir le pouvoir d'achat, désindustrialiser le pays, enfin, tout un tas de choses qu'on n'aurait surtout pas dû faire, mais même toutes ces choses qu'on n'aurait pas dû faire, qui nous coûtent très cher et qui nous affaiblissent, c'est bien, même sans même contester quoi que ce soit du réchauffement climatique d'origine humaine, on sait bien que tout ça, ça sert pratiquement à rien en regardant quelques données, on voit que c'est complètement inutile. Enfin, c'est pas du tout à la hauteur de l'apocalypse qui nous est annoncé. Donc je pense que c'est ça, c'est un type de croyance. C'est la croyance en un mythe. Et la croyance en un mythe, on n'y croit pas toute la journée, on y croit à certains moments seulement, à certains moments de la journée, quand c'est l'heure. D'accord. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé dans. Enfin, il y a deux choses qui m'ont. Enfin, il y a plusieurs choses, mais il y en a deux vraiment que j'ai beaucoup retenu dans votre livre. D'une part, c'est Fukushima et Angela Merkel. Et en Mhm. fait, les réactions à Fukushima. Donc, je vais vous laisser en parler, hein, du fait que, en fait, Oui. c'est pas une catastrophe nucléaire, Fukushima, contrairement à ce qu'on a voulu nous dire. Enfin, contrairement à la logorée qu'il y a eu à l'époque, c'est pas une catastrophe nucléaire. Mais je vous laisse Alors, parler de ça parce que c'est dans votre livre. euh, Fukushima, c'est un épisode que je raconte principalement pour expliquer la légende de l'apprenti sorcier. Parce que Mm. c'est vraiment le titre Mythes et légendes écologistes dans mon livre, c'est vraiment le titre du contenu. C'est pas pour faire un joli titre. C'était vraiment pour aborder la mythologie et les légendes. Hein. Et la légende qui est derrière Fukushima, c'est celle de l'apprenti sorcier. Et c'est très souvent ce qu'on reproche à la technologie nucléaire, c'est d'être une technologie d'apprenti sorcier. Et ça a été, le recours à cette légende-là, à cette histoire qu'on connaît tous, elle a été fait abondamment à l'époque de Fukushima. Donc Fukushima, au départ, c'est d'abord un tsunami, hein, un tsunami très puissant qui a détruit les installations nucléaires à Fukushima, qui est la préfecture donc, de bord de mer où se trouvait la centrale. C'est effectivement une catastrophe, hein, mais les morts et les dégâts qui ont été causés par le tsunami l'ont été par le tsunami lui-même et pas du tout par la centrale elle-même. Et ce qui est remarquable dans cet épisode, et ça a été dit par Georges Monbiot, qui est journaliste du Guardian, très environnementaliste, très opposé au nucléaire, 3 jours ou 4 après Fukushima, eh bien, il montre qu'il
il est intellectuellement d'une honnêteté tout à fait remarquable, estimable. Il dit Fukushima m'a fait changer d'avis et maintenant je suis pour le nucléaire. Ce qui semble complètement paradoxal. Et il explique parce que c'est quelqu'un d'honnête intellectuellement, il dit mais Fukushima, ça ne fait pas de mort à cause des radiations, ça a des conséquences environnementales assez limitées, alors même que c'est une sorte de stress test majeur. La centrale n'était pas faite pour résister à un tel choc. La gestion de la catastrophe, il ne le sait pas encore à ce moment-là, c'est le tout début, mais après, la gestion de la catastrophe a été très critiquée, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui miraculeusement a pris les bonnes décisions au bon moment, pas du tout. C'est un stress test assez, une gestion assez moyenne, voire critiquable, et pourtant le bilan est très raisonnable. Évidemment, on s'en serait passé, hein. On serait passé d'un stress de milliers de déplacés, de centaines de morts, mais si on peut tirer une leçon pour l'industrie nucléaire, c'est que ça a été un Mais succès. les milliers de déplacés, les centaines de morts, pour que ça soit bien d'accord, c'est à cause de la C'est le vague. tsunami. C'est C'est le le tsunami, tsunami. c'est pas le nucléaire. Hein, Le séisme de Tohoku, comme ils l'appellent au Japon, ils ne parlent pas de Fukushima, ils parlent de séisme. Hein. Oui. Parce qu'ils savent bien, eux, sur place, ils savent ce qui a tué des gens et ce qui a posé problème. Ils le savent. Nous, on le sait moins, on n'est plus loin. Mais eux, ils le savent. Et à côté de ça, vous aviez une ingénieure en physique nucléaire, universitaire, qui était Angela Merkel, toujours favorable au nucléaire pendant toute la première partie de son mandat, qui, elle, au contraire de Monbiot, choisit l'émotion et dit on ne peut pas continuer comme ça, on arrête le nucléaire. Et c'est une décision qui a été très grave pour la suite, très grave pour l'Allemagne. Ça ne s'est pas vu tout de suite, mais l'Allemagne vient de finir de sortir du nucléaire, donc début 2022 ou 2023, je ne sais plus la date, mais le jour où ils ont décidé de le faire, on est au milieu de 2011, ils ont dit on se donne 10 ans, au bout de 10 ans, ils sont sortis. Ils ont réussi à retarder 4 mois, c'est tout. Même la guerre en Ukraine ne les a pas réveillés, alors même que fermer leur industrie nucléaire, alors que par ailleurs, il faut pas non plus, on n'est pas censé remettre des industries, des centrales au charbon ou au gaz parce que ça émet du CO2 et que c'est pas bien, ça ne laisse aucune place pour l'industrie allemande pour se fournir en énergie. Donc c'est une catastrophe dont ils sont en train de commencer à payer le prix aujourd'hui. Ah oui, Parfois, on a j'en payé parle 10 ans, régulièrement dans on le mes paye aujourd'hui. vidéos, mais c'est Et une ça, pour le coup, catastrophe. c'est vraiment une décision fondée sur quelque chose de parfaitement mythique, pas du tout sur une analyse raisonnable de la situation. Oui, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. On Mhm. a actuellement une Allemagne qui s'effondre au point de vue industriel. Ils sont en récession. Toute l'industrie est en train de se barrer, malgré, même des chimistes comme BASF. La chimie, ça utilise énormément d'énergie. Ouais. Donc des chimistes comme BASF qui sont en Allemagne depuis 200 ans disent que les nouvelles usines, ils les construisent aux USA parce que l'énergie est moins chère. Et pourquoi elle est moins chère? Bah, tout simplement parce que aux USA, on produit le gaz, on produit le pétrole, on produit le nucléaire. Et en Allemagne, on est obligé d'acheter du gaz. On ne peut plus l'acheter aux Russes. Donc ils l'achètent loin et ça coûte extrêmement cher, 4 fois plus cher le GPL. Et puis GNL, pardon. Et sinon, on fait marcher l'Allemagne actuellement au charbon, ce qui fait que l'Allemagne émet en général entre 7 et 10 fois plus de CO2 que la France, quoi. Donc c'est une catastrophe au niveau du coût, c'est une catastrophe au niveau du climat. Et c'est ce qui m'avait plu dans cet exemple que vous preniez, c'est une décision purement émotionnelle, pas du tout réfléchie, quoi. On est vraiment dans le mythe. Et le deuxième grand mythe, après l'apprenti sorcier, le deuxième grand mythe dont vous parlez, et qu'on entend beaucoup, c'est pour ça que j'aime bien les mettre en avant, c'est le nénuphar. Mhm. Ça, je vous laisse aussi parler du nénuphar, qui est le deuxième grand mythe que je trouve incroyable et dont on nous parle en fait presque tout le temps. Oui, alors ça, ça fait partie de ce que j'ai appelé dans un ouvrage que j'ai écrit il y a quelques années, la peur exponentielle. C'est l'idée que, eh bien, la multiplication des choses finit par étouffer le monde. Donc l'histoire du nénuphar, c'est vous avez un nénuphar sur l'étang et puis tous les jours, un nénuphar donne naissance à un nouveau nénuphar, donc il double. Hein, donc il y en a un, puis deux, puis quatre, puis huit, etc. Et puis à la fin du mois, les nénuphars recouvrent tout l'étang. Question, combien de jours a-t-il fallu pour que les nénuphars recouvrent la moitié de l'étang? Alors la mauvaise réponse qu'on attend, c'est 15 jours.
hein, parce que c'est la moitié du mois pour couvrir la moitié de l'étang. Et non, comme ça double à chaque jour, si un jour donné, il y a la moitié de l'étang qui est recouvert, le lendemain, tout l'étang sera recouvert. Donc la bonne réponse, c'est 29 jours. Bon. C'est juste une petite devinette mathématique comme ça, pour apprendre la différence entre croissance linéaire et croissance géométrique. C'est pas grand-chose, mais on en a fait. Et ce n'est pas le seul grand récit de la peur de l'exponentielle, mais c'est un qui est très célèbre aujourd'hui. On en a fait un compte moral. Hein, sur l'ère de, voilà, si nous nous multiplions, donc ça date de l'époque de la surpopulation, hein, c'est le rapport au Club de Rome, c'est 1972, cette époque-là, donc c'est surtout la surpopulation. Donc si on continue à se reproduire comme ça, on va étouffer la Terre. Et eh bien, quand est-ce qu'on le verra? Eh bien, on le verra trop tard. Et c'est ce que semble dire cette histoire. C'est-à-dire que quand l'étang est à moitié recouvert, c'est là qu'on peut commencer à se rendre compte que les nénuphars sont trop nombreux, mais c'est déjà trop tard parce que dès le lendemain, tout sera recouvert. Donc là, pour le coup, il faut vraiment comprendre à quel point c'est efficace. Une histoire comme celle-là, elle est plus efficace que tous les graphiques, toutes les données, tous les discours, tout ce que vous voulez. Hein. C'est en quelques mots, vous arrivez à fixer une idée dans celui qui reçoit. C'est la puissance du mythe et de la légende. C'est-à-dire que c'est pas long, c'est frappant, ça marche bien, et oh, comme on est surpris, eh ben on le retient. Et on en tire une leçon de vie. En l'occurrence, il n'y a pas de leçon de vie à tirer de la devinette du nénuphar, pas du tout. Il y a juste, voilà, faites attention. Enfin, il y a ce que je peux dire à mes étudiants quand je dis qu'on ne confondait pas une suite géométrique et une suite arithmétique. Voilà, mais c'est purement mathématique, c'est purement technique. Il n'y a pas de morale derrière, pas du tout. Les mathématiques ne font pas la morale, jamais. Quand elles font la morale, c'est que celui qui est en train de vous en parler a une idée derrière la tête. Mais la meilleure preuve que ça ne fait pas de morale, c'est que cette histoire-là du nénuphar, on peut la tourner autrement. Il y a d'autres versions, plus antérieures d'ailleurs. Il y a sûrement des études à faire sur l'origine exacte. On ne la connaît pas très bien, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle était racontée autrement par le passé. Elle était racontée autrement, et d'autres façons de la raconter portent une morale, entre guillemets, qui pourrait être complètement différente, voire opposée. Mais elle permet de dispenser de réfléchir. Quand vous dites, voilà, vous dites surpopulation, vous dites, bah voilà, la population augmente, elle se multiplie tous les ans un petit peu, bah, forcément, ça va être la catastrophe à un moment donné. C'est exponentiel. Donc, quand vous lâchez le mot exponentiel, vous lâchez une peur d'aujourd'hui, fondée sur ce genre de légende. Et qui est fausse, c'est-à-dire que on entretient ce mythe qui est faux, puisque la population actuellement est plutôt en train de décroître. C'est-à-dire qu'on a cru de manière très importante, et actuellement au niveau mondial, on est plutôt sur quelque chose qui est en train de décroître, justement. Donc il y a ce côté faux, et aussi on a l'autre problème, c'est que à partir de ces idées, on met en place des programmes qui sont à la limite inhumains et profondément racistes. C'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est les antiracistes souvent qui ont ce genre d'idées, mais ça met en place des programmes profondément racistes du genre, il y a trop de gens en Afrique, ça serait bien de limiter la population africaine. Et quand je dis programme inhumain, c'est qu'en Inde, dans les années 60, les États-Unis, avec la bénédiction du gouvernement, le gouvernement indien, Madame Gandhi à l'époque, est présidente de l'Inde, et donc va voir le président des États-Unis, il a dit j'arrive pas à nourrir mon peuple, faut que vous nous aidiez. Et le président des États-Unis de l'époque dit ok, pas de problème. Par contre, vous allez me mettre en place un programme géant de contraception. Et ça se passe pas bien parce que la contraception telle que c'est mis, c'est que on prend tous les pauvres, on les castre, et puis le problème est réglé. Et donc on arrive à des problèmes carrément inhumains en partant sur des fables qui sont fausses. C'est-à-dire que l'Inde, depuis, sa population a continué à augmenter malgré le programme de castration, et c'est actuellement un pays qui est en train de s'en sortir, non pas en castrant sa population de force, à l'époque c'était de force, non pas en faisant ça, mais par l'avancée technique, par l'avancée technologique. Et on a une Inde qui sera demain l'équivalent de la Chine aujourd'hui, au point de vue développement et puissance, grâce à l'avancée technologique et pas grâce à la castration, quoi. Donc on voit que c'est Oui, mythe. C'est pour ça, ça c'est que le vrai. mythe du nénuphar m'avait beaucoup plu. C'est C'est important effectivement d'insister sur le côté profondément détestable
Oui. d'une partie de l'écologisme et de cette mythologie. Bien sûr, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le dis plusieurs fois dans mon livre, je le redis maintenant, il ne s'agit pas de polluer, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Évidemment, il faut faire des choses, mais il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut aussi être capable de repérer les dangers sous-jacent à un discours qui a l'air gentil. Ça a l'air gentil de vouloir, voilà, qu'on ne soit pas trop nombreux pour qu'on ait tous de quoi manger, c'est merveilleux. Mais effectivement, comme vous le dites, si ça revient à dire il y a trop il y a trop d'Africains, en fait, ça coince. Effectivement, il y a eu des programmes de stérilisation qui ont été tentés, ou donc en Inde, je crois, c'était effectivement dans les années 70. Alors, c'était pas de force, hein, mais on disait aux jeunes filles, on leur offrait un poste de radio, ce qui à l'époque valait très cher, et puis on leur disait, bah, en échange, on vous stérilise, quoi. Donc, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Mais simplement le fait qu'on ait voulu mettre ça en place, c'est profondément dérangeant. On n'est pas obligé de remonter si loin. Vous savez, maintenant, on a quelqu'un qui est très en vue en France, qui est Jean-Marc Jancovici, qui nous explique qu'il faudra absolument la sobriété, mais vous allez voir, on va s'en sortir, laissez-nous faire, nous autres, les ingénieurs, qui a carrément dit en 2019 qu'il fallait arrêter de transplanter les gens de plus de 65 ans. Voilà, donc on est dans la mauvaise science-fiction, et avec des propositions qui sont dignes, ça c'est pas moi qui le dis, mais je suis d'accord avec, c'est Luc Ferry, c'est digne des nazis. Ah Pour oui, je ça. suis tout à fait C'est clair, d'accord. genre c'est pas oui, il va peut-être un peu loin, c'est profondément immonde. On a eu à Paris, moi je suis à Paris, j'aime bien me promener à vélo, donc il m'arrive de me promener sur ce qui s'appelle la coulée verte René Dumont, à Paris. René Dumont, c'est le fondateur de l'écologisme moderne en France, il a fondé les Verts, et il a écrit des propos qui, eux aussi, sont dignes des nazis. Il a dit, oui, les Chinois qui laissent mourir leurs petites filles à la naissance pour éviter d'être trop nombreux, ça ne manque pas d'une certaine sagesse. C'est ses termes. Ah Il oui, quand l'écrit même. comme ça. Hein, il l'écrit comme ça. Donc voilà. Et il écrit ces années 70. Je crois que c'est 74, hein, puisque Ouais. c'est notre année de naissance commune. Et personne ne lui pose question. Aujourd'hui, on veut bien déboulonner. On a parlé à une époque de déboulonner Colbert et tout. Par contre, la coulée verte René Dumont, j'ai jamais entendu quelqu'un dire là, on a quelqu'un qui a tenu des propos absolument immondes, absolument barbares, mais on lui a quand même donné. Voilà. Et personne ne conteste ça. Donc, bon, c'est pas grave, on va pas en faire. C'est pas l'essentiel, mais il faut comprendre que l'écologisme et la mythologie qui va avec, ça n'est pas seulement un discours gentil mignon, peut-être un peu excessif. Ça peut aussi porter un discours qui est extrêmement dangereux et qui peut aller jusqu'à la barbarie. Oui, mais même si on va pas jusqu'à la barbarie, euh, il y a vraiment un contrôle. On parle de plus en plus sérieusement de vous ne pourrez pas faire plus de 4 voyages en avion dans votre vie. Euh, c'est Greenpeace qui a sorti un article il y a quelques jours en disant bah, si on veut arriver à tenir la signature de l'accord de Paris, qui est déjà une folie en soi, mais ok, si on veut le tenir, bah, vous ne devez pas faire plus de 2 voyages d'ici 2030. Donc vous avez le droit d'en faire un en 2010 et dans les années 2020 et un autre dans les années 2030. Et à partir de 2050, vous devrez diminuer le nombre de voyages que vous ferez en avion. Alors évidemment, tout le monde ne voyage pas en avion, je suis d'accord, mais en fait, c'est un contrôle de la population. C'est ça que je trouve, moi, terrible, même si on ne va pas jusqu'à la stérilisation de force. Mais à mon avis, il y en a certains qui seraient assez pour. Mais même si on ne va pas jusqu'à la stérilisation de force, on va quand même sur des choses qui me semblent incroyables sur la manière de diriger nos vies, en fait, de vouloir absolument rentrer dans tous les aspects de notre vie au nom de Gaïa. Et franchement, moi, vraiment, ça m'a fait réfléchir à... J'emploie de plus en plus la comparaison, même si évidemment elle est exagérée, mais c'est le but d'une comparaison, mais des Aztèques qui faisaient des sacrifices humains au soleil, quoi. Pour que le soleil soit gentil avec nous et nous offre des belles cultures, eh bien, c'est qu'il faut qu'on sacrifie des dizaines de milliers de gens. Alors, eux, c'était carrément avec un couteau et de l'égorgement, on n'en est pas là, heureusement, mais il faut qu'on sacrifie des dizaines de milliers de gens au dieu soleil pour qu'il soit gentil avec nous. Et si l'année suivante, le dieu soleil n'a pas été gentil avec nous, c'est qu'on n'a pas sacrifié assez de bonhommes. Il faut aller plus loin. C'est pas qu'on a commis une erreur, c'est qu'on n'a pas sacrifié assez de bonhommes. Eh bien, avec Gaïa, je trouve qu'on en est là. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier des dizaines de milliers de vies. Alors, ok, on ne va pas les égorger,
mais on va sacrifier des unités de vie à Gaïa pour qu'elle soit gentille avec nous, qu'elle continue à nous nourrir et à rester à une température valable. Et si la catastrophe continue, si le réchauffement continue, c'est qu'on n'en a pas fait assez. Il faut qu'on aille plus loin dans le sacrifice de gens, de vie à Gaïa, pour que Gaïa soit enfin satisfaite. Et c'est pour ça que moi, l'image d'une secte d'adorateurs de Gaïa avec son clergé qui interdit aux autres de parler, me plaît bien parce que je trouve qu'on est vraiment là-dedans, en fait, dans l'adoration d'un dieu païen et avec toutes les dérives que l'on peut voir dans les adorations de dieux païens. Il y a de ça, effectivement. Alors, il n'y a pas que pour les dieux païens que ce genre de problème se produit. D'autres dieux, enfin, on a eu l'Inquisition en Europe, C'est vrai. il y a d'autres, il y a beaucoup de moyens effectivement, de contraintes, de justifier les contraintes qu'on exerce sur un peuple. Et effectivement, ce que vous avez dit, enfin, c'est intéressant quand vous avez dit, on utilise ça pour régenter chaque aspect de notre vie. Mm. C'est pas seulement les voyages en avion, ça c'est encore une idée de Jean-Marc Jancovici, ça, de restreindre le nombre total de vols en avion, donc, on empêche les gens de se déplacer, mais c'est pas juste se déplacer. Alors aujourd'hui, quand vous vous déplacez, déjà, vous êtes censé ne pas prendre votre voiture, covoiturer, etc. Moi, je prends très souvent le train, parce que j'ai pas de voiture, je suis parfait petit écolo, je prends beaucoup le train, et on me dit, vous avez choisi le moyen de transport le plus écologique pour faire votre voyage, bravo, bravo. Donc, dans tout, à chaque fois que vous vous déplacez, vous êtes en connivence avec Gaïa, selon la façon dont vous le faites. Mais il y a aussi la façon dont vous mangez. On est en train de dire qu'il faut manger plus de ceci, plus de cela. J'ai découvert il y a quelque temps que la France s'était engagée auprès de l'Union européenne à faire diminuer à sa population de 10% en 10 ans, quelque chose comme ça, les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est de cet ordre, sa consommation de viande. Apparemment, Ah oui. on n'était pas au courant, mais nous avons délégué à nos gouvernants le pouvoir de décider ce que nous allions manger. Et comme je crois qu'on n'a pas tenu parole, on n'a pas été des bons citoyens, apparemment, la France a été un petit peu en difficulté à un moment donné lors d'une discussion à l'échelle de l'Union européenne. Donc il y a ce que nous mangeons, il y a ce dont nous habillons, bien sûr, c'est très mal. Il faut pas changer trop souvent d'habits, il faut pas s'acheter des nouveaux, voilà. Alors ça peut être justifié par ailleurs. Évidemment, faut pas gaspiller, faut pas acheter n'importe quoi. On est tous d'accord. Ma grand-mère le savait déjà, sans avoir besoin de demander la permission à Gaïa. Hein, on sait bien que ça peut être du bon sens et des choses réelles, mais quand ça se multiplie à ce point et que c'est à chaque fois que vous allumez la lumière, vous Et prenez une douche, ça excuse-moi, devient. c'est autre chose si c'est du bon sens. C'est-à-dire si je décide, moi, par bon sens, de moins consommer, c'est autre chose que si le gouvernement me demande de moins consommer. On n'est pas dans la même, Et c'est on n'a pour pas dans le même esprit. pour quelle raison? On peut vouloir moins consommer simplement parce qu'on a moins d'argent, parce que c'est plus Oui. difficile, parce qu'on veut pouvoir aider quelqu'un d'autre, moins consommer parce qu'on consomme trop, parce qu'on mange trop, bah oui, on va manger moins. On peut vouloir moins consommer parce qu'on a une certaine idée de soi et qu'on a une certaine, on a envie de vivre autrement. Hein, et c'est parfaitement respectable, ça ne pose aucun problème. Mais effectivement, il ne faut pas que ça devienne pour faire plaisir à Gaïa. Si ça devient pour faire plaisir à Gaïa, ça devient un mouvement effectivement qui peut dériver vers le sectarisme et aussi vers le totalitarisme. C'est ça qui est notable dans le fait que c'est chaque aspect de notre vie, à chaque moment de notre vie. Et c'est dit, hein, quand on dit l'écologie, c'est partout, c'est pas seulement le ramassage des poubelles, mais ça devrait être dans tous les ministères, on doit en parler tout le temps. Vous allumez la télé, vous en avez à la météo, vous êtes à votre banque, on va vous proposer un placement responsable, vous allez à votre épicerie, on va vous dire que c'est du bio, préservateur de planète. Donc c'est partout. Ça, c'est du totalitarisme. C'est-à-dire qu'on ne s'appartient plus, on ne doit pas seulement payer les taxes, les taxes pour les renouvelables et les STER, et, voilà, comme disait Coluche, quoi, hein, la gentille dictature, quoi, ferme ta gueule, alors que la démocratie s'écoute toujours. On ne demande pas juste ferme ta gueule, on dit deviens ce que je veux que tu deviennes. Ça, c'est le totalitarisme. Ça va beaucoup plus loin. C'est l'avènement de l'homme nouveau, quoi, hein, dont on a eu d'autres exemples. Hein, tous les totalitarismes veulent ça. Ils ne veulent pas seulement qu'on fasse ce qu'on dit, c'est on exige au totalisme qu'on pense, qu'on vive vraiment dans cette ère nouvelle, disons, et dans cette idéologie nouvelle. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas croire que c'est gentillet, etc. Parce que
Ce qu'on constate avec l'écologisme d'une façon générale, c'est que ce qui a l'air complètement délirant à un moment donné, Oui. très peu de temps après, devient parfaitement naturel, parfaitement défendable. Que quelqu'un d'aussi influent que Jean Covici puisse dire pas plus de 4 vols en avion par personne dans votre vie, et qu'il puisse le dire sans que ça provoque grand-chose, ça aurait été impensable il y a 10 ans. Il y a, je crois que c'est en 2015, c'était une ministre qui n'est plus tellement là aujourd'hui, qui est Cécile Duflot, qui est une grande écologiste française. Elle avait proposé de modifier la Constitution pour qu'on mette la lutte contre le changement climatique dans l'article 1. Ça avait fait le bide total, personne n'en avait reparlé. Quelques années après, c'était officiellement dans le projet de loi de réforme constitutionnelle porté par Emmanuel Macron. Heureusement qu'on avait eu l'affaire Benalla à l'époque et cette histoire qui avait fait tout capoter et qui avait empêché. Sinon, aujourd'hui, la France serait peut-être le seul pays au monde, premier et le seul, à mettre la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, qui est quelque chose de complètement délirant. Donc parfois, le délire total du jour devient sérieux peu de temps après, parce que les fanatiques savent aller vite, savent insister, ils ont une envie très forte d'aller très loin, et on est parfois saisi. J'ai un exemple dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne secondaire sur des choses délirantes. C'est on va mettre des masques aux vaches. On va mettre des masques aux vaches. C'est porté par la Commission européenne, c'est-à-dire que c'est pas Tintin, c'est pas un truc de fou, c'est pas une BD. On va mettre des masques aux vaches parce que à cause de leur rot, parce que quand les vaches rottent, elles émettent du méthane. Et du coup, il faut des petits masques avec des petites ailettes qui vont aspirer le méthane, qui vont le transformer en CO2. On aurait dit il y a 10 ans, on va mettre des masques sur le museau des vaches. Les gens se seraient dit, mais c'est complètement délirant. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le premier article là-dessus, je me suis dit, mais c'est complètement fou, c'est une blague. C'est le Gorafi, quoi. C'est le Gorafi Ouais, qui fait ça. Bah non, 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 c'est très officiel. C'est Die Welt qui annonce ça, qui annonce que il y a un projet de la Commission européenne qui est vraiment sur la table, qui va vraiment être débattu sur mettre ou non des masques aux vaches pour diminuer, pour sauver la Terre, quoi, pour sauver Gaïa, des rots des vaches. On se dit qu'on est vraiment sur un autre monde. Et ça devient complètement délirant, mais voilà, c'est oui, officiel. c'est ça fait partie malheureusement de la nouvelle tendance de l'Union européenne, qui est, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez peut-être tout à l'heure, c'est effectivement l'écologisme, pour des dirigeants, ça sert à, à, à faire quelque chose, quoi. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile et qui justifie notre pouvoir? C'est pas forcément en conscience, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément pour dominer, mais c'est comment on va justifier notre salaire, quoi. Et Ouais. donc, il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui, évidemment, à l'échelle de l'Union européenne, un tas de problèmes, mais qui ont cette caractéristique qu'on ne sait pas les résoudre, ou qu'on n'a pas le courage de les résoudre, ou que ça demanderait une transformation trop profonde. On ne sait pas faire. Et donc, effectivement, on va se réfugier vers des sujets accessoires. Donc voilà, il fallait aussi, ces derniers temps, on avait la question des emballages. Donc ils se sont préoccupés de l'emballage du camembert et du Mont d'Or parce qu'il était en bois. Qu'il fallait... Donc on a eu ce moment pathétique. Alors on en rigole, évidemment, il vaut mieux en rire, mais d'un autre côté c'est triste parce qu'on parle quand même de l'Union européenne, c'est pas rien l'Union européenne. C'est une construction majeure dans notre histoire du continent, hein, qui a été un continent qui a passé des siècles à être ensanglanté par les guerres tout le temps, et qui, là, miraculeusement, ou presque depuis 80 ans, n'a connu aucune guerre, pratiquement aucune guerre, enfin, au moins en Europe occidentale, quoi. On ne va pas parler de l'Ukraine ou de la Yougoslavie. Donc, c'est pas rien l'Europe. C'est quand même une idée qui est portée par, déjà au 19e siècle, on en parlait, de Kant à Victor Hugo, ça a été un grand élan, hein, une grande ambition. Et quand ça dégénère comme ça, sur juste voilà, montrer qu'on est utile, montrer qu'on se préoccupe, montrer qu'on va faire quelque chose, avec des choses complètement insignifiantes, qui au mieux sont inutiles, au pire sont coûteuses et affaiblissent l'Union, c'est vraiment triste. Et malheureusement, on doit s'attendre à ce que ça se paye
notamment dans les prochaines élections européennes, où il y aura probablement un vote contestataire assez important. Et est-ce que vous pensez qu'en fait c'est quelque chose, pour finir l'interview, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va durer, ce mythe, ou c'est quelque chose qui va tomber de lui-même, c'est-à-dire que le réchauffement climatique va disparaître. On se retrouvera une autre peur, hein, dont on se trouve toujours des peurs, hein, on le disait en début d'interview, la surpopulation, puis les pluies, la glaciation, puis les pluies acides, puis l'ozone et maintenant le réchauffement climatique. Est-ce qu'on va continuer là-dessus ou est-ce qu'on a un espoir que ce genre de choses disparaissent et puis qu'on revienne à un peu de bon sens en fait? Alors, j'ai pas de boule de cristal, pas plus Oui. pour le climat que pour, que pour l'évolution de la société. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que pour en revenir à ce qu'on disait au début, comme le climat, il s'est figé. C'est le nouvel épisode de la franchise, du mythe écologiste qui s'est mis en place dans les années 60 et 70. Il veut pas bouger, il veut pas quitter la scène et il commence à poser problème. On aimerait bien, oui, bon, voilà, que ce serait temps de passer à laisser la place au suivant. Mm. Il veut pas. Donc, ça va finir par c'est en train de coincer. Ils sont obligés de dire maintenant, ah, mais l'apocalypse n'est pas pour demain, elle est commencée. Hein, c'est ce qu'a dit Antonio Guterres. L'effondrement climatique a commencé. Ça y est, on est dedans. Donc, c'est une façon d'essayer de renouveler un petit peu le discours. C'est un peu une fuite en avant. Il se peut que, comme vous le dites, on trouve autre chose. Hein, ce serait la logique. Oui. Ce qui tient un peu la corde pour prendre la place du climat, même s'il a du mal à le faire, c'est la biodiversité. Hein. Là aussi, donc sixième extinction des espèces. Pour croire qu'il y a une sixième extinction des espèces aujourd'hui, il faut vraiment ne rien connaître des 5 premières, où là, c'était vraiment, là oui, on parle vraiment d'extinction. Là, aujourd'hui, il faut avoir un discours nuancé. Il y a des problèmes ici, il y a des espèces en danger, ça existe. Mais bon, Oui. ça n'est pas la fin de la biodiversité, loin de là. Heureusement, on peut faire des choses, il y a aussi des choses bien qui se passent, des choses qui s'améliorent. C'est toujours compliqué. Je suis pas en train, il ne faut pas juste balayer ça d'un revers de main. Mais bon, en tout cas, ça pourrait être la sixième extinction, pourrait être la nouvelle façon de se raconter la même apocalypse. Et si c'est le cas, ça voudrait dire que ça n'a pas changé, qu'on est toujours dans le même mythe fondateur qui se renouvelle, qui continue sous une nouvelle forme. Est-ce que on va réussir à s'en débarrasser? D'un certain point de vue, ce ne serait pas une si bonne nouvelle. Parce que le climat, voilà, avoir peur du climat en 2100, s'effrayer, c'est un peu la peur de ceux qui n'ont pas à avoir peur. Mm. On en parle moins du climat aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre entre Israël et le Hamas, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'on a eu la pandémie de coronavirus. Hein. Et ça, par contre, c'est des choses qui nous ont vraiment fait mal, tout de suite. Hein. Voilà, la guerre, ça c'est dur. Et le fait qu'on ne parle plus de climat ou que le mythe, disons, le mythe écologiste puisse perdre de sa puissance, si ça se fait simplement par un retour douloureux réel, comme celui qu'impose une guerre, bah, finalement, ce sera peut-être pas si bien. Et ce serait une victoire des climato-réalistes dont je suis, dont on se passerait au fond. Oui, oui, en fait, ça serait plutôt un mythe de gens qui s'ennuient, en fait, le climat. Oui, C'est oui. un peu ça. C'est le De mythe gens des bien peuples nourris. qui sont devenus trop puissants et qui s'ennuient un peu de leur puissance, quoi. Mhm. Bon. Tout à fait. Bah écoutez, Benoît Rito, merci beaucoup pour cette interview. Donc, je rappelle votre livre aux éditions L'Artilleur, mythes et légendes écologistes. Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller lire ce très bon livre dont j'ai pu citer au moins deux mythes que j'ai trouvé très très bons. Moi, il y en a plein d'autres, hein, mais il y en a au moins deux que j'avais trouvé vraiment. Je voulais vraiment en parler parce qu'ils m'ont beaucoup plu. Ils m'ont tous plu, mais ces deux-là m'avaient beaucoup plu. Donc, le nénuphar et l'apprenti sorcier. Et puis voilà, vous en trouverez plein d'autres que je trouve très très intéressants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.